Ok, alors c'est l'heure. Donc commençons sans plus tarder. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette présentation. J'espère que vous parlez tous français, car c'est une présentation qui sera bilingue. Une première partie que je donnerai sera en français. Et mon collègue Marc, si tu peux te déplacer un peu parce que tu as la lumière sur ton front, va poursuivre en anglais. Yes. Alors, No, go ahead. ok. Donc en fait, cette présentation va être, je dirais, une réflexion philosophique plus qu'une présentation où on va vous donner des idées, des résultats probants, etc. On va juste réfléchir, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, Marc et moi. On se pose dans une chambre et on commence à discuter, disserter sur la société, sur la comédie, l'acting, sur ce que ça veut dire être acteur, sur les langues également. Et donc en fait, on va juste étendre cette réflexion à vous. Peut-être que vous posez certaines questions. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous des acteurs, des comédiens, mais cela dit, ça peut être intéressant dans une perspective d'apprentissage de langue. Alors j'ai quand même essayé de structurer cette présentation de la façon suivante. Qu'est-ce qu'une langue? C'est une question philosophique en soi. Comment en apprend-on? On se l'est tous posé et on en apprend tous, je pense, ici. Jusqu'où la langue influence-t-elle notre pensée? Donc ça, c'est une bonne question sur laquelle on a disserté avec Marc. Est-ce qu'on pense avec des mots ou est-ce qu'on pense avec des images? On pense avec des émotions? Est-ce qu'on rêve avec des mots, etc. Et comment s'améliorer davantage? Parce que c'est quelque chose que nous essayons tous de faire, je pense. Alors tout d'abord, en français comme en anglais, la langue, the tongue, c'est un organe qu'on utilise pour faire diverses choses, comme goûter, embrasser et parler, évidemment. Et donc physiquement, c'est ça la langue, mais bien évidemment, quand on même le simple fait de parler, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas juste la langue qui est sollicitée. Il y a évidemment la gorge, les dents, tous les muscles du visage. Et donc ça, ce sont des choses assez intéressantes à apprendre quand on est comédien, parce qu'on doit dire des choses de façon claire, concise, précise. Et quand on apprend une langue également pour être compris dans cette langue-là. Alors que suscite-t-elle physiquement? C'est ça que j'ai dit. La gorge, les dents, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous vient à l'esprit, les lèvres. Et donc, les vire-langues, c'est un exercice. Les vire-langues ou fourche-langues en français, c'est un exercice qu'on aime faire dans la comédie. Donc, par exemple, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Je vous en propose un qui est un peu plus simple, qui est plus court, mais qui est quand même assez difficile en fait. Je suis sergent chez ce cher Serge. Je vous invite à essayer. Sergent, chez ce cher Serge. Qui c'est qui a réussi? Quelqu'un a réussi? Ok, bon. C'est un bon exercice. Alors, mais plus qu'une mécanique buccale, plus que tout cet appareil dont j'ai parlé qui est en haut du corps, donc évidemment aussi les poumons, la respiration, une langue, ça nous permet de communiquer. Donc, par exemple, si je veux dire à mon collègue Marc que c'est un imbécile, je vais utiliser des mots, mais je peux utiliser autre chose. Ça va au-delà des simples mots. Je peux aussi lui envoyer un message, un SMS, un message texte, et il va comprendre le message, mais au-delà de la langue, il y a beaucoup d'autres choses qu'on néglige parfois dans l'apprentissage d'une langue qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne peut pas apprendre dans les livres seulement ou sur les sites internet quand on ne fait que lire ou écouter de façon passive. Donc un moyen de communication. Et qu'est-ce qui est communiqué au-delà des mots? C'est quelque chose qui est très intéressant en tant qu'acteur, qu'on va étudier au théâtre, mais également quand on apprend une langue au-delà du simple fait de parler, il y a tout un tas de paraverbal et de non-verbal qui est inclus dans le paraverbal parfois. Donc quand on parle de paraverbal, on va parler de la voix, du débit, de la vitesse. Donc par exemple, quand je parle en français à des amis dans un contexte social, en soirée par exemple, je vais parler beaucoup plus vite. Là évidemment c'est un contexte de conférence, je prends mon temps, j'articule bien, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui ne parlent pas français de façon courante, donc j'adapte mon paraverbal. Dans le contexte du théâtre, parfois on va parler très fort et parfois on va parler un peu moins fort pour insister sur certains mots. Donc le non-verbal, c'est au-delà même de tout ce qui touche à la voix, ça va être le langage corporel, ça va être un œil qui va... Les sourcils qui vont se lever pour exprimer la surprise. Ça peut être les sourcils qui froncent pour exprimer la colère, la tristesse. Les mains, qu'on utilise beaucoup. Ça, Marc, vous en parlez plus en profondeur. Dans certaines cultures, plus que d'autres. Au Japon, par exemple, on salue souvent comme ça, pour exprimer beaucoup de choses. Donc, le non-verbal, le paraverbal,
Tout ça, ce sont des façons de communiquer, pas forcément des mots ou de l'information, mais de l'émotion, tout ce qui est relations interpersonnelles, relations humaines. Alors, comment apprend-on une langue? Comment apprend-on? Je n'ai pas précisé une langue. Ça peut être également comment apprend-on à devenir comédien. L'écrit contre l'oral, alors ça c'est... Encore une fois, c'est une piste de réflexion, donc j'ai juste mis des mots dans la partie de ma présentation. On peut apprendre... en fait, je vais partir de la base. Quand on est enfant, la façon dont on apprend avec nos parents, et ça Tetsu l'a bien expliqué dans sa présentation d'hier, c'est avant tout oral. Un bébé ne sait pas écrire, il va parler avec ses parents. Oups, on parlait de bébé. Il ne sait pas écrire, il va répéter ce que va dire ses parents. Son père va dire papa, et l'enfant va dire papa, ou il va essayer, puis s'il réussit, c'est le succès garanti. Donc on apprend avant tout de façon orale. Évidemment, quand on devient adulte, on a plusieurs façons d'apprendre, comme c'est notre cas. On s'organise de façon différente. Certaines personnes sont plus stimulées à lire des livres, d'autres le sont plus à discuter. En général, dans ce genre de festival, les gens sont plus enclins à chercher la chaleur humaine, j'ai envie de dire, à rencontrer des gens, à parler, à écouter, plus qu'à écrire. Mais il existe certaines personnes qui veulent apprendre des langues pour pouvoir lire dans les langues originales, pour pouvoir écrire également et communiquer. Donc il n'y a pas forcément une partie plus importante que l'autre, mais je pense, selon moi, qu'il est important de lier les autres, tout en sachant que la puissance de l'écrit est la façon sans doute la plus efficace de prendre, de se nourrir de connaissances, dans le sens où on pourra donner une conférence de 2 heures, mais je pense qu'il sera toujours plus rapide d'avoir un livre et d'avoir ce concentré d'informations qu'on est capable de lire à notre rythme. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent, mais dans une conférence comme ça, si on perd le fil un moment, il faut réécouter la conférence, où c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de choses que nous permettent l'écrit. Et quand on est comédien et qu'on joue dans des films ou qu'on apprend des pièces de théâtre pour être joué sur scène, on lit un script. On a un script, c'est écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Donc l'écrit est très puissant, il ne faut pas le sous-estimer. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent apprendre une langue sans apprendre l'alphabet. Et je pense, selon moi, que ça limite l'apprentissage d'une langue. J'en ai un peu parlé dans l'introduction, mais il est possible aussi qu'on pense plus avec les langues et les mots et la linguistique que ce qu'on pense, pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Mais il y a quand même sa limite, et c'est là qu'être un comédien, que jouer dans des films, que voir des films a sa puissance, ou même en fait la relation interpersonnelle qu'on peut avoir dans ce genre de festival, sur Internet également, quand on rencontre d'autres, des partenaires de langue. On peut partager quelque chose au-delà même de la langue. Je veux parler bien sûr des émotions, de l'amitié, on peut faire des blagues. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles à l'écrit. Et puis en fait, quand on s'écrit par SMS par exemple, par Messenger, etc., il y a beaucoup de choses qu'on peut communiquer. Mais la chaleur humaine, encore une fois, j'aime bien cette petite expression, est très importante selon moi. Et c'est quelque chose quand bon, évidemment, Marc et moi sommes de grands amateurs de films. Et quand on regarde des films, on arrive à avoir cette connexion avec les personnages, avec les acteurs, je pense que c'est quelque chose d'assez puissant qui peut se transposer à l'apprentissage d'une langue et ensuite à son utilisation quand on va dans le pays ou quand on rencontre des gens qui parlent la langue. Alors l'évolution se poursuit. Donc évidemment, encore une fois, je parle de beaucoup de choses. Je parle de la langue, de son apprentissage. Je parle d'être comédien, du théâtre, l'apprentissage du théâtre également. Et au-delà de ça, comme je le disais, dans la langue, il y a tout un aspect culturel qui ne peut pas s'apprendre dans les livres. Il y a le non-verbal, il y a le paraverbal, il y a les interjections qui sont incluses. Par exemple, quand on hésite en français, on hésitera de cette façon-là, je cherche mes mots, je ne sais pas quoi dire. En japonais, ce sera un peu différent. Et tonne, so desu ne, ma, tonne, hai. Donc on hésite de façon différente et ce sont des choses que, en fait, même les Japonais qui vous enseignent la langue ne sont peut-être pas, ils sont pas conscients de ces interjections. J'appelle ça des interjections, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce sont des choses qui nous rendent plus naturels dans la langue. Et évidemment, quand on en parle plusieurs, on fait attention à ce genre de petits détails. Mais quand on est acteur, on n'a pas le choix. Tout ce qui se passe sur scène est calculé au millimètre et il faut que ça devienne une deuxième nature. Donc être conscient de ça, et l'inculquer dans son apprentissage des langues, je pense que c'est très très important.
Bon, quand je parle d'évolution également, évolution de la langue, évolution, il y a une culture mondiale qui s'installe également. La mondialisation fait qu'il y a évidemment des mots qui sont volés d'une langue à l'autre. L'anglais est très puissant, c'est un grand débat ici au Québec. Le français qui se bat pour rester pur, entre guillemets. Alors c'est un débat, encore une fois, je n'ai pas de position ferme à ce sujet-là, mais il s'avère que le français évolue, qu'il y a de plus en plus d'anglicismes qui viennent. Mais dans l'anglais aussi, il y a également beaucoup de mots français, de mots d'origine française qui sont utilisés dans la langue anglaise. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose, ça évolue. Après, tout ce qui est protection, c'est d'ordre politique, puis c'est d'ordre démocratique. Les réseaux sociaux changent les langues aussi. Alors j'utilisais une application téléphonique, je ne vais pas faire de pub, mais en tout cas c'est une application téléphonique dans laquelle on peut rencontrer des gens du monde entier pour parler dans une langue. Et il propose plusieurs langues, donc c'est ça, dans le profil, il montre toutes les langues qui sont, que soi-même on parle et les langues qu'on veut apprendre. Et parmi ces langues-là, bon, ils mettent ça un peu en rigolant, mais il y a les emojis par exemple. Et c'est vrai que, je ne sais pas, vous connaissez tous quelqu'un qui, quand il texte, écrit beaucoup d'émojis et parfois plus d'émojis que de langues en soi. Donc ça fait partie de l'évolution des langues et je suis coupable de ça également. Hein. Moi, quand j'écris sur Messenger, j'écris beaucoup d'émojis. Et puis il y en a beaucoup, j'ai envie de les utiliser. Parfois, j'en découvre, je me dis ah tiens, c'est dommage que ce soit pas utilisé. Alors j'en mets quand même. Ça fait partie de l'évolution de la langue selon moi. Les nouvelles technologies, donc c'est ça. À cause de ça, évidemment, les langues changent. Il y a eu un moment en France, il y a quelques années, où le nombre de caractères, c'était pareil sur Twitter, était limité. Donc on adaptait l'écriture pour que ça rentre par SMS, qu'on puisse l'envoyer. Aujourd'hui, on est revenu sur un système un peu plus d'écriture correcte. Il faut écrire correctement. Les débats politiques, alors ça, je faisais référence tout à l'heure au Québec qui se bat pour préserver le français. Mais est-ce que c'est un débat qui est perdu? Je pense que c'est important quand même d'être fier de sa langue, mais il s'avère quand même que le français de base est une langue entre guillemets bâtarde, que toutes ces exceptions-là viennent de l'histoire, qu'il y a beaucoup de mots qui ont été importés, c'est un mélange d'ancien français, de latin, etc. Et c'est la même chose avec l'anglais et beaucoup de langues en fait. On ne peut pas empêcher l'évolution. Alors au-delà de la langue, donc d'autres pistes de pensée, les rêves. Ça, c'est intéressant. Les gens, en général, il y en a beaucoup qui disent, je pense que quand tu deviens complètement bilingue dans une langue, quand tu as atteint un niveau d'expert dans une langue, c'est que tu es capable ou que tu rêves dans cette langue-là. Parce que, en fait, la langue est devenue tellement présente en soi qu'on finit par y penser intuitivement dans l'inconscient. Et que même quand on dort, quand on n'est pas actif, la langue est là et on rêve dans cette langue-là. Les histoires, alors ça je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais les histoires en soi, donc que ce soit des histoires écrites qu'on lit ou des histoires racontées, évidemment quand c'est raconté, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut mettre en avant, mais ce sont finalement des mots qu'on vous dit, donc il y a une puissance quand même dans les mots, il y a une puissance dans la langue qu'il ne faut pas sous-estimer. Et l'improvisation, je ne me souviens plus du tout pourquoi j'avais mis ça, mais ah oui, l'improvisation, c'est ça. Quand on est tellement bon dans une langue, il nous arrive parfois où on est capable de pouvoir parler avant même d'avoir pensé. Donc on commence une phrase et puis on s'arrête au milieu, on se dit « qu'est-ce que je voulais dire ?» Et avoir cette capacité-là, je pense que c'est vraiment avoir tellement de connaissances dans une langue, d'avoir tellement baigné dans cette langue-là que ça devient une deuxième nature. Et par conséquent, on est capable d'improviser, on est capable de commencer une phrase, de changer complètement la trajectoire et de maîtriser son discours de façon absolument phénoménale. Alors, je viens de faire ça. Je ne savais pas c'était quoi la fin de ma phrase, alors j'ai improvisé quelques mots et ça a fonctionné. La fascination des langues construites. Alors, comme vous le savez, ici au Langfest, on a l'honneur d'accueillir deux grands noms de langues construites, Mark Okrand et David J. Peterson, qui nous ont donné une présentation incroyable hier soir. Et ce qui me fascine justement, c'est pour faire le pont vers les cultures, c'est que ces langues construites, elles sont associées directement, elles sont inspirées de la culture des races ou des espèces qui parlent ces langues-là. Alors par exemple, le Klingon, c'est une race extraterrestre qui vont utiliser des mots ou des sonorités comme ça qui sont pas forcément des choses qu'on va privilégier dans les langues humaines, disons. Dothraki et High Valyrian, c'est la même chose. Il y a
Dans le Dothraki, ce qui se passe, c'est que c'est une tribu qui utilise beaucoup les chevaux. Donc il y aura énormément de vocabulaire lié aux chevaux, chevauchés, etc. Donc par exemple, pour dire salut, comment ça va, ce sera, il me semble, Dothrai Chekasher, il me semble que c'était ça. Et ça veut dire quelque chose comme as-tu bien chevauché aujourd'hui? Et moi, je trouve ça absolument fascinant. Et de la même manière, quand on apprend une langue qui existe, c'est ça les petits détails qu'il faut savoir. Au Japon, par exemple, en Asie, on mange du riz, c'est connu, on mange du riz tout le temps, matin, midi et soir, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine. Et en fait, le riz par extension, fan en chinois, gohan, ça veut dire le repas. Est-ce que tu as mangé du riz? Est-ce que tu as mangé ton repas? Donc ce sont des choses culturelles qui sont très très importantes de savoir quand on se lance dans une langue. Espéranto, c'est une langue construite également. Alors ça justement, je vais lancer un petit débat. Je sais qu'il y a des espérantophones ici et il y a beaucoup de personnes qui spéculent sur le fait que si l'espéranto n'a pas aussi bien fonctionné qu'elle aurait pu, c'est parce qu'elle n'avait pas de culture. Donc quand on apprend l'espagnol, je vais revenir là-dessus, mais quand on apprend l'espagnol, évidemment, peut-être qu'on aime danser, qu'on aime un certain type d'alcool, on aime le soleil, on aime la plage, on apprend l'espagnol parce qu'on a été là-bas. Pour le français, on aime le vin, la mode, etc. Donc il y aura des éléments culturels qui vont nous attirer vers la langue. En espéranto, alors maintenant, évidemment, il y a une culture, et c'est une culture justement de rendre l'apprentissage des langues. C'est une langue extrêmement facile à apprendre, extrêmement accessible. C'est une culture en soi, selon moi, mais les personnes qui ne parlent pas cette langue spéculent en disant que malheureusement, il n'y a pas de pays associé à l'espéranto, il n'y a pas de culture spécifique. C'est ça qui rend la beauté de la langue en soi, parce qu'il y a des gens du monde entier qui parlent l'espéranto et que toutes ces cultures viennent ensemble pour se mélanger. Mais ça, c'est un petit débat. Il n'y a pas vraiment de... Comme c'est le cas d'Othraki, des gens qui chevauchent, les Valériens qui avaient des dragons, etc. Donc il y a beaucoup de dragons aussi dans leur vocabulaire. Et voilà, je termine ma partie. Donc pour revenir un peu à ce que j'ai dit, donc savoir utiliser l'instrument, tout ce qui est l'appareil, donc les poumons, la voix, pour communiquer son message de façon verbale, paraverbale, non verbale, de la façon la plus optimale possible. Également le corps, avec le langage corporel. Et prendre conscience du non-verbal, c'est exactement ça que je viens de dire. Se mettre dans la peau du personnage, donc d'un personnage fictif, par exemple, quand on parle une langue construite de façon fictive, mais également quand on apprend une langue, donc par exemple Marc qui parle l'arabe. Quand moi je suis allé au Liban, en juillet, évidemment ça me servait d'utiliser un peu plus mon langage corporel pour communiquer avec les gens, et c'était beaucoup plus efficace que si je ne l'avais pas fait. Donc je te laisse rebondir là-dessus et poursuivre. Shukran, Khayyi. Is there anybody here who does not know what shukran means? Raise your hand. Okay, great. Thank you. What if Bong, I'll use you as an example. What if I did shukran? Does that give you a hint? So, if you haven't guessed it, it means thank you. Now, the whole point I want to make about this, he was talking earlier, is the fact that when you're speaking a language, you're speaking a lot more than words. You're speaking a personality, and you're using body language to communicate and learn. So, the whole point here that I'm making, arrow here, is I like to approach a language through immersion, but from the perspective of getting into a character, from the perspective of acting, right? So the whole using my body language is a way to get you to understand the personality of the language itself, okay? So if I use the example here, getting into character, any actor that is learning a language, any actor that is learning a script or a story is learning more than just the dialogue, right? They're also understanding the motives and the context of the character. So it's the same thing with a language. When you're learning a language, you're understanding also people. You're studying the whole personality of a culture, of a people, which is a good point that he was making earlier about Esperanto, which maybe, as he was saying, wasn't as popular, maybe because it was lacking a bit of culture, right? Because it's the same thing with a movie. When you're watching a movie, if you're watching what makes or breaks a good actor is whether they're really embracing the personality of their character. So when you're learning a language, you have to go a little deeper than just
vocabulary. I can't learn that way. I don't like to learn by books. I like to learn by playing the game, if you want, or learning by fighting, just getting into the language. That's how I was able to grasp Japanese a bit better, by watching movies, by really plunging into the whole, the language and the personality of the language. So I like to use the example here when talking about motives and context, just like with the story, when you're studying the character. Let's say the character is Japan. That's how I will approach it. I'm studying the character of Japan. So I have to understand the motives of Japan. So I take watashi, for example. If I just learn the word, literally it means me or I. But I also learned that in Japanese, if you use watashi too often, you say me all the time, you sound selfish and egocentric. So you're unlikely to just be taught how to say me or I. You're gonna be told, okay, you're gonna have to speak, learn a sentence in a different context, right? Whereas in Lebanon, for example, you have more tendency to say ana, me, I. They have less problem with that. So the personality of Japan is such that in their culture, it's all about respect and thinking of the collective before thinking of yourself. And so watashi, for example, would be less often used. I use the example of hai or nam. I also learned that hai, literally speaking, means yes, but I've often heard Japanese people use it for more than just yes. It's, you know, being in accordance with someone, or sometimes if they're offering you something, it'll be like hai, right? So you can't literally translate it as being yes. So again, you're understanding the context of Japan, or understanding the motives of Japan. In the same way, with a character, you have to understand his motives, right? What drives him, the reasons behind, which is really what culture is all about, the history of this collective personality. Pass me the salt is another example. In Japan, I also know that you're unlikely to just use the imperative too often and just be like, pass me the salt. You're more likely to ask diplomatically, is there salt? Right? How do we say that in Japanese, actually? How would you say it? You- Right. Yeah, exactly. So again, the whole idea is I can't just tell you this is how you say it, right? You're gonna go there and it's gonna be a little awkward because you didn't study the motives again and the just underneath the tip of the iceberg. Be angry here, I put that because for an actor as a director, the last thing, or it's not very wise to just tell your actor, okay, now I want you to be angry, right? He's gonna give me something very general, but if I tell him instead, imagine you just lost $1 million. Okay, so that might cause a couple of emotions. Anger is probably going to be one of them, but it's anger driven by motive, right? There's a specific context. So that's why I like to relate the character, the story, and approach it in that way when I'm learning the language. What's the story of Japan? What is the character? What's the movie of Japan, right? Or Lebanon, or whatever languages you guys decided to speak. Because in the end, what are you learning? Is it really for academic reasons, or are you just learning words? Or are you trying to communicate or speak with someone? Are you learning a people? Are you learning their personality, their colors, as I like to say? Yeah, so which leads us to the related point of living the character, right? So total immersion. I'm sure you've studying languages, you guys have often heard the concept of the academic learning versus the total immersion. I actually studied Japanese for a couple of years, but it was never, I don't master it because I studied as much as I could through books and movies, but I didn't get the chance to visit the country. I'm sure if I had lived there for a year, I would have grasped a lot more than just through books, right? Because I'm actually plunging into the context and being forced. You have to communicate, you're gonna start using your body to speak and observe how they're talking for you to grasp what they're meaning, right? So this is the paraverbal he was speaking earlier about. So again, when you're learning a language and really as an actor is learning the character, you're using all your senses together, right? So again, what I did earlier when I went like this to say shukran, I'm stimulating a bit more than just the translation. I'm looking for to communicate a meaning to you because you're not just learning the word, you really want to understand the meaning. So the same way a child learns the language, right? Using all their senses to absorb all the information. Because memory is more than just sound, is more than just the translation of the word. There's emotion involved, there's visuals involved. So
the more effective way of learning the language is really using all your senses. And even beyond just visual senses is the internal senses, so feeling the word, feeling the meaning, right? If I take the word, whoever doesn't speak Arabic here again? Anybody has not studied Arabic? Okay. If I say, in the standard Arabic, I say ghadab. Can anybody guess? Not really. But if I say ghadab, you know, you're going to have a better idea of what I'm talking about. Anybody? There you go, right? So you seeing what I just did, you saw me expressing it, you kind of felt it a bit. So I did what an actor does, right? I went beyond the script. I used everything in my system to communicate the meaning. And so you register the word a bit better now, right? What's the word? There you go. Yeah, feeling and expression, which I was talking about, to understand the meaning in a more contextual way, in a more meaningful, in a more deep way, not more meaningful way. Again, what are you studying, right? Me, when I study language, I love culture. For me, culture is art, right? As an artist, I like to explore creative ways people express themselves. And a country or a culture is a collective way, or is a way a whole society expresses themselves artistically. So this is all kinds of expressions they use to say what they want to say. The way they dress is involved. So I'm not just going to go and study how to speak it. Just like as an actor, I'm not just going to memorize the words. I'm going to want to understand why this actor does what he does. If he's from a different country, if I have to play a role of someone who's in a different country, ideally a good actor would travel there, would become the people, right? So in the end, it's about living the character or becoming the people. And it's always more charming to a native when you visit the country and not only do you know the words, but you pronounce them well. Even if you don't speak the language, but you say the word well pronounced, they'll be impressed suddenly. Oh my God, they'll freak out just because you said it exactly the way they did. So suddenly it's like you're getting closer. And you maybe used an expression that got you even closer. Oh, you understand us. They feel understood, which is the whole point of language. See, Lebanon's eyebrows. This is an example I like to use, if anybody's familiar. In Lebanon and other parts of the Mediterranean, we have a tendency to say no by doing this. We say la, all right? You don't have that in Japan, right? So that's something very important. Let's say I'm teaching you Arabic or Lebanese dialect. That's something very important to cover when teaching you that word. It's not enough for me to just teach you no. I'm going to teach you the whole, everything that's involved. And as you can see, I use my hands a lot. That's very common in the Middle East and in the Mediterranean regions. So it was actually very beneficial for him when he traveled to Lebanon because he absorbed that maybe instinctively from me, right? Exactly, that's it. So from what you told me, people were very impressed with your linguistic skills and just even, well, you know. So, and even yesterday, I was speaking to a lady, and like I said, I don't master Japanese, but I noticed from her name she's Japanese, so I tell her, "You're speaking Japanese. Hajimemashite. How do you do?" And she's like, "Oh." And then as she left, she was like, "Arigato," and I was like, "Doitai shimashite." She's like, "Sugoi." She was impressed. And again, I said one word, but I pronounced it well enough, according to her, that she was like, "Oh my God, that's so cool." So this is exactly what I love about language. It's this part, the connecting with people, the understanding, the expression, the feeling, the meaning that you get. Is my microphone falling? No? Oh, okay, I felt like it was falling. Yeah, by the way, not just the eyebrows, they go up to say no. They also go, no. We do this here, or yes, but they'll do this in Lebanon. So if I teach you how to say no, and you go there, you're not going to see this often. You're going to see this. No. And sometimes it's so practical that you can be drinking and you're like, no. So I use it often on him sometimes. Yes. Well, yes is yes, but if I'm drinking, I can just do this with my eyes. Just blinking. Blinking is yes. So I just find these things that I consider are part of the language you're learning. I find these things to be very fascinating because when I'm learning the language, I'm learning body language. If I'm studying a character, I want to know how he moves. I want to know why he moves this way.
because there's a whole history and context as to why he walks a certain way, why he moves a certain way. So this is something you do as an actor, which makes you very observant, potentially creepy if you're studying people in general and you're walking, you're like, oh, I was the, okay. So actors do a lot of crazy stuff to understand acting. Am I right? Yes. Okay, this, before you freak out, looking at Arnold's very expressive face, a lot of the times we think that the limits we have in a language are physical, but they're actually in your head. So I like to use some linguistic hacks, such as this one here. Using expression and impersonation, which is one of the key ways we learn a language. Example with Arabic, there's a letter ayn there, okay, which a lot of people have a hard time with, until they start acting like Arnold and impersonate Arnold. And they go, get to the chopper, do it now, yeah. So, like, well, I mean, I can pronounce the letters, but what I thought was cool is for somebody who does not speak Arabic, listening to them do that, and I'm like, you're saying something in Arabic now. So that's a little hack that they think, like I said, initially they thought they can't pronounce a letter until they do something instinctive or just in a very improvised way and very expressive, the word comes out or the letter comes out. The same applies, example, for in Spanish. A lot of American people who are trying to learn Spanish, they say, instead of saying pero, they'll say perro, right? And I'm like, okay, we know also that in the, well, not in maybe the UK, but at least in the US or here, you say better, you can do the flap better. So I use that as an example, right? So we start with pero, and I'm like, okay, can you say better? All right, I said better. Okay, what if I remove the ER and turn it into an O, beto, and then the B into a P, pero. So it's in your head. So you think you said pero here, but you said pero. So again, it's in your head. And the last thing I like to use here is for my Francophone friends who think they don't speak Chinese, and whenever they're like, c'est vrai chinois, I don't understand. And sometimes when they want to imitate their uncle from the farm, they're like, je le sais-tu, je veux pas manger, je le sais. And so they're saying a sound. When I hear them, I'm like, you're speaking Chinese now. You just said a sound in Mandarin. Je是什么? Right? What is it? So little hacks there to make you realize that a lot of the language skills is in your head. And when you speak several languages, you start to observe that and grasp that a little more. So it's really more mental than actually physical. Lastly, I like to talk about the benefits of acting a language really for work. For us, it's very obvious as actors. And first of all, for anybody, it breaks your conditioning. It gets you out of your comfort zone to broaden your horizons. For an actor, it improves your range. Whether you're learning a language, whether you're studying a character and a role in a different language, obviously, or whatever you learn from that culture that you brought into your English role, you may have added a new spice to your role. You traveled to Italy, for example, you come back, you play a role, an English role, has nothing to do with Italy, but you brought some new, body language, for example, that gives you a unique touch to the character. So that's for an actor very beneficial. Any good actor should speak more than a language, should travel and live in a different country to really absorb, just to open up their mind a bit. And any other work, business, especially today, is very international. So you're obviously going to learn more than just a word or vocabulary if you're doing business with a different country. You're going to study the personality of that country, right? Diplomats, same thing. Otherwise, the most obvious, the most important for me is the human connection. When you speak languages and you're able to pronounce it well and, again, speak the personality, you connect with people and you break barriers. So I find that to be the most vital thing in learning a language. That's the whole point for me, connecting with people. Good? Merci beaucoup, Traillé. Ouais, alors, tu peux Ah oui, oui. Donc nous sommes évidemment très impliqués dans les réseaux sociaux et dans tout ce qui est création audiovisuelle. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur YouTube principalement. Moi c'est Big Bang, mon ami c'est Marc Hachem. On est également sur Facebook, Instagram. Moi j'ai mon site internet.
TikTok aussi, on commence à essayer. Started that actually. Ouais. If you guys know Vines, TikTok is kind of like the new Vine, I think. C'est Marc qui s'amuse à danser un petit peu avec son bassin comme ça là. Non, avec ça, non. Non, ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Alors encore une fois, c'était un laps de temps qui était assez limité, donc on a juste survolé certaines pistes de réflexion qui, je l'espère, ont été utiles, ou peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne saviez pas, ou des questions que vous posiez aussi. Ce serait peut-être l'occasion de partager avec les autres. Donc il nous reste un petit peu de temps, on va prendre quelques questions. Ça peut être en français, en anglais. Et, I think they have to come up here. ah oui, alors je vais vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour le moment? Ouais. Do they have to come up to the front? Or well, it's pretty long. So. There you go. Limit. Hold on. It's going to snap. Okay. Hello, thank you very much. I like it very much. I wanted to ask, do you have more examples for Myself? about eyebrows or other Yes, things? sure. Yeah? Examples, other examples. Physical. We can show you videos, or we have some YouTube videos where we do. Or you want a body language? Well, this is in Arabic. What? True. True. So this is what. And I saw in India too. They go like this too. And you shake your head too. What? What's wrong? This is weight. This means a lot of things in different languages. You guys know this. That's it. Other parts, it could be you want to eat. In Italy, for example, it's what's cazzo? What's wrong? What's wrong? So again, it's really cool. Yeah. There's a lot more, but I could spend 3 hours just talking body language. Hi, great presentation. Thank you. What are your upcoming projects for Fragilican? Yes. All right. Fragilican. Yes, for anybody who does not know what Fragilican is, it's a web series that we have, me and him, covering, it's really roommates of different backgrounds, clashing, culture clashing. It's really, my character is very loud and chaotic. His character is more composed, so that's a really good clash of cultures there. Fragilican stands for France, Japan, Lebanon, and Canada. We have we started this 2 years ago? 11 episodes. Thank you for keeping up. Number 12 is coming very soon. The idea came in my mind a couple of weeks ago. I'm not going to say too much, except just 24 hours with Nico, his role, and Mark. Just what happens during a day with these culture clashing characters. Oh, wow, okay. Disclaimer, there's some swearing, in case anybody is, yes. That's why I said it. But just in Arabic. Actually, it's true, yeah. Mark, hurry up, we're gonna be late. هلا عم بلف عنك رح اوصل. شوف اي بعدني بالبيت. هلا اسمع سامع السيارات؟ هي هو الهوا براسك. Mark, grouille-toi bon sang. Calme-toi. What are you doing? Well, you're not driving. Move. Just get in, Mark. We don't have time for your ego. No, I can't deal with your boring, proper driving, okay? I'll die. We'll both die. Now get in. Ouais, ok. Exactement.
get you there in 10 minutes. علمتني. Just let me drive. When I need an F1 driver, I'll tell you. روح روح. Drive. شو هذا؟ Music helps me relax and concentrate. This is elevator music, dude, and it's a crime against my soul. This is music. I need to concentrate. Don't ruin my mood. Put the address of the GPS. لك اكتب الجي بي اس، هون الجي بي اس. Every road. Shut up, turn right. No, left. Yeah, where you going? You just passed the fucking place. I said left. I said left, then right. What the fuck? شو بيك؟ لأمك طويل، خذ، خذه، فوقه، غنيله. مشكل. عمين عم زمر يا حيوان. والله الاثنين كمان. حبيب قلبي، صف على الجنب جيرة فيك. Pull over. No, Mark. Let me go. Okay, Buddha, stop the car. ايه كمل بعد ايه بدي اوبرك تحت التراب انت يا ابن يا انت. Stop the car, Nico. Stop the car. I need to kill him. يا حبيبي تعرف شو اسمي؟ ملك شان. Can you ask what you do? Absolutely. You just don't. Negative. Beat always, talk never. It's gone, you idiot! Why did you slow down? Yellow means slow. Yellow means go, you idiot! Jesus Christ, why don't you let the whole city pass? How you saint? Yalla, Srai, just move around here, go, Allah. No, Mark. That's rude and dangerous. I'm gonna be late. Only because you misled us. Oh, no, you took the wrong exit. I followed your instructions. You don't know the roads, Mark. I know the fucking roads, okay? I just need to be driving, alright? It's intuitive. On va être en retard. On va pas être en retard. Si tu me laisses conduire, move your ass and let me drive. Fine. Yes. It's Lebanese style. Shut up, I know what I'm doing. Yeah. Mark, you cut him off. A chacun's gotta do what a chacun's gotta do. Ah ouais, t'as vraiment du cri au tabarnak? Moi t'as arraché les gosses, puis moi les pas. Mark, what are you doing? He's looking at me. You know the code? Mark, no! 7:29. See? We got there 20 minutes earlier with my driving. Except we're supposed to be here an hour ago. We're on Lebanese time. There you go. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le constater, la voiture ne bougeait Yes. pas. Disclaimer. C'est de l'acting jusqu'au bout. Alors, vous avez pu voir, on pensait mettre juste le début, finalement, on a mis toute la vidéo. Évidemment, c'est des exagérations. Tous les Libanais ne sont pas aussi expressifs. Tous les Japonais ne sont pas aussi soumis aux règles. Mais c'est suffisant pour reconnaître certains traits culturels, je pense. And now you know what to do. Subscribe for more episodes. Mark Hashem. Alors, je ne sais pas s'il nous restait quelques minutes encore pour les questions. OK, 5 petites minutes. Merci. Je me demandais, votre présence sur YouTube, en tout cas votre présence publique qu'on connaît, ça prend quelle proportion de votre temps dans une semaine environ? Puis en deuxième lieu, qu'est-ce qui vous a fait sauter là-dedans puis prendre la décision de vraiment vous concentrer là-dessus par rapport à d'autres occupations peut-être plus ennuyeuses? Plusieurs choses là-dessus. Évidemment, Marc et moi, on ne fait pas ça à temps plein. On est tous les deux, on travaille tous les deux, on a des obligations professionnelles à côté. Et à vrai dire, Marc est assez occupé les week-ends, donc on n'a pas pu être aussi actif qu'on aimerait l'être. Cela dit, ça fait combien de temps qu'on se connaît ?
Trop. Ouais, 4 ans peut-être, enfin Non, depuis que je suis 4 ans. arrivé ici, ouais, 4-5 ans. Et bon, évidemment, on a tous les deux une passion pour ce qui est la comédie, pour l'acting, pour les langues. Et donc, en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle. On avait d'autres projets également, un peu plus cinématographiques, j'ai envie de dire. Mais ce qui touche vraiment les gens sur la sphère des médias sociaux, c'est l'humour, c'est ça qui marche le plus. Alors moi j'ai ma chaîne, Marc a la sienne. J'ai commencé à faire un peu plus d'apprentissage de contenu un peu plus sérieux. Ça a un peu moins de succès, c'est quand même beaucoup de temps. J'enseigne le français et le japonais à un niveau très très basique. Mais Marc, lui, a une approche un peu différente. Je peux te laisser continuer. Yeah, I'll continue in English for everybody. For my sake, excuse me. It used to be, like you said, this is part-time, but it's taking more time now, thanks to revenue to YouTube, actually. So it's really great that I can... Showing off. Yes, no. My point is, it's really great that you can get to do what you love and live off of it. So initially, when we started, the series was about 2 years ago, if I'm not mistaken, 2-3 years ago at least. And it was funny because the series is really an extension of our friendship, just exaggerated. So he comes in speaking all kinds of languages. I come in speaking all kinds, exchanging, and then there was a precursor to the series, which was us pretending to, flirting with a girl, but it was a pillow that we used as reference. So, and each one is flirting in a different language, back and forth. So from there, we're like, we could have a whole series of us just comparing and contrasting. So this is how this was born. In terms of hours, I would say it's almost full time. But my goal is eventually to have this full time. So yeah. Takram. Any other questions? Yes. Ok, c'est bon. Bonjour, d'abord je remercie pour votre présentation, je suis vraiment un grand fan. Alors ma question, ça concerne le passage d'une langue à une autre. Est-ce que c'est improvisé ou est-ce que dans votre script c'est précis que vous passez du français à l'anglais, au japonais, tout ça? C'est Marc qui a écrit le script. Mais en fait, he's a bit my advisor in that, especially with Japanese. Tu préfères que je réponde en français ou... Ok, parfait. I'll just switch. So, what was I saying? Languages. Yes, mostly it's scripted, and studied beforehand, but there is a bit of improvisation along the way. So it's really a mixable. C'est vraiment un mélange des deux. Mais des fois, on va avoir une base, a base of words. But to be fair, a lot of the times I find my creative juice comes in when I'm really writing. So most of what you see is scripted. We give a bit of room for extra, and if it's really good, we use it. But most of it is actually pre-written. So c'est quand même écrit. Hein. So that's it. Ouais, merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, restez disponibles.